Mon père a vendu mon pantouse pour le mariage de ma sœur. Ils m'ont dit d'être reconnaissante. J'ai souri avant de leur révéler un détail crucial sur l'appartement qui les a fait blêmir. J'ai atterri à Paris juste après le crépuscule, ce genre de douce soirée bleutée qui fait briller toute la ligne d'horizon. Après une semaine à Lyon pour une revue de clientèle, mon esprit était encore à moitié dans un autre fuseau horaire, à moitié dans le rythme tranquille des aéroports et des taxis. J'avais 32 ans, portant le poids du travail d'un trimestre entier sur mes épaules, mais il y avait quelque chose de réconfortant à remonter la rue familière vers la maison de mes parents à Saint-Germain-en-Laye. Je me suis dit que ce serait une simple visite. Un rapide bonjour, peut-être un dîner tardif, puis retour à mon propre appartement pour me remettre du décalage horaire. J'aurais dû m'en douter. Ma famille ne faisait jamais dans la simplicité. Au moment où j'ai franchi la porte, j'ai senti quelque chose d'étrange dans l'air. Maman s'est précipitée vers moi avec ce grand sourire étiré qui n'atteignait pas ses yeux, le genre qu'elle utilisait chaque fois qu'elle gardait un secret qu'elle pensait que je pourrais gâcher. Papa se tenait derrière elle, joyeux d'une manière qui semblait mise en scène. Et Manon, ma sœur cadette, était assise sur le canapé, son téléphone à la main et le menton juste assez relevé pour faire comprendre qu'elle s'attendait à ce que je l'admire pour des raisons inconnues. Pendant une seconde, je me suis demandé si j'étais entré dans la célébration de quelqu'un d'autre. Peut-être avait-il de bonnes nouvelles. Peut-être qu'après tant d'années à être la personne fiable, je pouvais simplement arriver comme une fille normale et non comme la personne qui résout les problèmes de la famille. Mais la maison était trop propre. Trop silencieuse. Trop répétée. Mon estomac s'est noué comme il le faisait toujours autour d'eux, comme si mon corps se souvenait bien avant que mon esprit ne rattrape son retard. J'ai posé mon sac de voyage et j'ai observé la scène, attendant que quelqu'un m'explique pourquoi il se tenait en formation comme un comité d'accueil qui avait répété devant le miroir. J'étais encore en train d'enlever mon manteau quand l'idée m'a traversé l'esprit, et peut-être pouvez-vous comprendre ces moments où l'intuition s'enroule dans votre poitrine avant que quoi que ce soit ne soit dit à voix haute. Avant d'aller plus loin, je veux vous demander quelque chose. Que faites-vous en ce moment en écoutant mon histoire? Êtes-vous en train de rentrer chez vous en voiture, de boire un thé, ou de vous préparer pour la nuit? Je demande parce que je me souviens exactement de ce que je faisais quand tout a basculé pour moi. Je posais ma valise près des escaliers, époussetant une peluche de ma manche, croyant que je venais juste de rentrer pour me reposer. Et à ce moment précis, toute ma vie s'est fissurée. Manon s'est adossée au coussin, avec un sourire narquois comme si elle attendait ma réaction à quelque chose qu'elle n'avait pas encore annoncé. Maman a joint ses mains comme si elle s'apprêtait à présenter une publicité de Noël. Papa s'est éclairci la gorge avec ce ton joyeux qu'il n'utilisait que lorsqu'il savait qu'il allait me contrarier et espérait qu'un faux optimisme adoucirait le choc. J'ai demandé comment ça allait à la maison, comment allait la maison, comment il se sentait. Ce n'était que de la petite conversation, à peine plus qu'une habitude. Papa m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase. Tout est merveilleux, ma chérie. En fait, quelque chose d'important est arrivé pendant que tu étais parti. Quelque chose qui nous excite tous beaucoup. Mon cœur a battu une fois, lourdement. Ce ton signifiait toujours des ennuis. Toujours. Je me suis ressaisi et j'ai demandé ce qui s'était passé. Papa s'est frotté les paumes des mains comme il le faisait quand il espérait passer rapidement sur les conséquences de ce qu'il avait fait. Maman a hoché la tête à côté de lui comme une pom-pom girl silencieuse. Manon a incliné le menton comme si elle attendait des applaudissements. Et puis papa l'a dit. On a vendu ton pantouse. Je me suis figé. C'était silencieux. Le genre de silence qui vous coupe le souffle. Le pantouse. Mon pantouse. Celui que j'avais acheté après une décennie à m'épuiser au travail, après avoir bâti une carrière pendant que ma famille s'appuyait sur moi financièrement, émotionnellement, s'attendant silencieusement à ce que je les porte comme une poutre d'acier porte le poids d'un toit entier. J'ai fixé le visage de papa, attendant qu'il rie de sa propre blague, mais il a juste continué à sourire, fier de lui. Je lui ai demandé de répéter parce que j'avais sûrement mal entendu. J'étais sûrement trop fatigué par le voyage. Mais maman est intervenue, expliquant joyeusement que l'endroit était vide de toute façon, que ça n'avait aucun sens qu'il reste inutilisé quand j'étais si souvent absente. Elle a dit qu'il s'était occupé de tout pour moi, comme si voler une propriété était la même chose qu'arroser les plantes de quelqu'un. Avant que je puisse parler, Manon s'est enfin levée. Elle s'est approchée de moi avec cet éclat ravi comme si tout ce qui se passait était une bonne nouvelle. Elle a dit que l'argent allait servir à son mariage.
Elle l'a dit comme si elle annonçait un acte de charité pour lequel il s'attendait à ce que je les remercie. Son mariage, qu'elle planifiait déjà comme si elle était de la royauté, avec un prix qui aurait pu acheter une petite maison au bord d'un lac. Elle l'a dit comme si mon pantouse était une ressource familiale à laquelle elle avait droit. Je leur ai demandé pourquoi. Pourquoi vendrait-il quelque chose qui m'appartenait? Papa a haussé les épaules comme si de rien n'était. Il a dit que je ne l'utilisais jamais. Il a dit qu'il était juste là, vide. Maman a ajouté que les familles partagent les choses, que nous devons tous faire des sacrifices les uns pour les autres, et que c'était pour une occasion joyeuse. Manon a rejeté ses cheveux en arrière et m'a dit de ne pas être dramatique. Elle l'a dit comme on crache un noyau. Elle a dit que je devrais être reconnaissante qu'ils aient utilisé l'argent pour quelque chose de significatif. Elle a dit que je pourrais toujours acheter un autre endroit puisque je gagnais tellement d'argent de toute façon. J'ai senti ce vieux coup familier derrière mes côtes, celui qui venait d'année à être la fille responsable qui ne causait jamais de problème, qui payait les factures en silence, qui intervenait dans chaque crise, qui n'obtenait jamais de reconnaissance à moins d'être utile. J'ai regardé ma famille et j'ai réalisé qu'aucun d'entre eux ne voyait ce qu'ils avaient fait comme étant mal. Aucun d'entre eux ne ressentait de culpabilité, de honte ou d'hésitation. Papa m'a tapoté l'épaule. Il a dit que nous étions tous d'accord que le grand jour de Manon en valait la peine. Maman m'a serré la main comme pour me réconforter pour quelque chose que je devrais être fier d'abandonner. Manon a dit que les mariages n'arrivaient qu'une fois dans une vie et qu'elle méritait que le sien soit parfait. Je suis resté là, sentant comme si le sol s'était déplacé d'un centimètre vers la gauche et que j'étais la seule à essayer de me tenir droite. Il voulait que je sourie. Il voulait que je dise que c'était bien. Il voulait que je leur permette de réécrire l'histoire pour qu'ils soient de généreux héros faisant des ajustements pour le bien commun. Je l'ai vu sur leurs trois visages. Ils s'attendaient à la même Chloé que j'avais toujours été, celle qui avalait sa colère avec un signe de tête polie, qui ne les défiait jamais, qui croyait qu'être une bonne fille signifiait n'avoir aucune limite. Alors j'ai pris une inspiration. Une longue, lente, profonde inspiration. Ma poitrine n'a pas tremblé. Mes mains n'ont pas tremblé. J'ai posé mon sac à main sur la table de l'entrée et j'ai croisé les bras calmement. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est mis en place, pas de la colère, pas du choc, mais de la clarté. Une certitude profonde qu'ils étaient allés trop loin et ne comprenaient même pas à quel point. Ils attendaient que je craque. Je n'ai pas craqué. J'ai souri à la place. Un petit sourire. Contrôlé. Stable. Le genre qui rendait toujours Manon nerveuse parce qu'elle ne pouvait jamais deviner ce que je pensais quand je faisais ça. Papa a finalement demandé si j'avais quelque chose à dire. Maman a penché la tête vers moi comme si elle voulait que son approbation soit tamponnée sur mon front. Manon a croisé les bras et a haussé les deux sourcils comme si elle me mettait au défi de discuter. Je les ai tous regardés, puis j'ai dit lentement, le pantouse que vous avez vendu était en fait. Le visage de papa a perdu toute couleur avant même que j'aie fini ma phrase. Le sourire de maman s'est effondré. La confiance de Manon a vacillé juste assez pour que ses yeux se tournent sur le côté. Et c'est exactement là que j'ai arrêté de parler. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, épais et lourd, parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la seule à me sentir ébranlée. Je les ai regardés s'agiter, mal à l'aise, sentant enfin que quelque chose avait échappé à leur contrôle. Le moment est resté suspendu, juste avant que tout ce qu'ils pensaient comprendre ne commence à s'effilocher. J'ai soutenu leur regard, toujours souriante, et j'ai laissé le poids de ce que je n'avais pas encore révélé planer dans la pièce comme un nuage d'orage prenant de la vitesse. Puis la pièce est devenue silencieuse, absolument silencieuse, et j'ai su que le premier chapitre de cette histoire venait de se terminer. Je suis sorti de la maison de mes parents avec leur silence encore accroché à moi. Je n'ai pas claqué la porte ni élevé la voix. J'ai simplement marché dans la nuit fraîche de Saint-Germain-en-Laye et j'ai laissé l'air dissiper le brouillard de ce qui venait de se passer. Ils avaient vendu mon pantouse pendant que j'étais à Lyon, et pendant un instant sur ce porche, j'ai eu l'impression d'avoir à nouveau 17 ans, réalisant que les règles dans notre famille n'avaient jamais été les mêmes pour moi que pour Manon. Le trajet jusqu'à Paris m'a semblé plus long que d'habitude. Les lumières de l'autoroute s'étalaient sur le pare-brise comme si le monde essayait de brouiller mes pensées pour moi, mais tout dans mon esprit était douloureusement net. Mon petit appartement temporaire était silencieux quand je suis entré, juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et le léger cliquetis du chauffage qui se mettait en marche. J'ai laissé tomber ma valise près du mur et je me suis appuyé contre le comptoir, fixant le vide. Le décalage horaire aurait dû me frapper en premier, mais le choc a été plus rapide.
Il l'avait vraiment fait. Pendant que je défendais un investissement majeur dans une salle de conseil de l'autre côté du monde, ma propre famille était entrée dans une agence immobilière et avait prétendu être moi. Ils avaient signé des documents avec mon nom, dépensé l'argent, puis m'avaient souri comme s'ils m'avaient annoncé une bonne nouvelle. Et Manon avait eu le culot de me dire de ne pas être dramatique. C'était si familier que ça en faisait mal. Ce sentiment dans ma poitrine, celui qui rendait la respiration difficile, n'était pas nouveau. Il appartenait à une autre vie, une autre version de moi qui avait passé des années à croire que je pouvais mériter l'équité si j'essayais juste assez fort. Grandir dans cette maison m'avait appris la vérité bien avant que je puisse la nommer. Il y avait 2 filles, mais une seule était protégée. Et ce n'était jamais moi. Je me souviens m'être tenu devant la chambre de Manon quand elle était petite, écoutant maman la consoler après la plus petite déception, lui assurant qu'elle était spéciale, délicate, méritante. Pendant ce temps, si je ramenais quelque chose de moins que parfait, papa me parlait de responsabilité, de comment être l'aîné signifiait que je devais donner l'exemple. Manon obtenait de la grâce même quand elle faisait des erreurs. J'avais des attentes même quand je réussissais. Ça a continué comme ça. Elle voulait un stage de danse, et elle l'a eu. Je voulais un programme de sciences, il a disparu du budget sans explication. Quand elle oubliait ses devoirs, quelqu'un passait des coups de fil en son nom. Quand j'oubliais quelque chose, papa me disait que les excuses ruineraient mon avenir. Manon était la fragile. J'étais la forte. C'était le scénario, et il était gravé si profondément qu'il est devenu le rythme de notre famille. Au lycée, c'est moi qui tenais les comptes, qui remplissais les formulaires, qui m'assurait que les choses se passaient bien quand papa égarait à nouveau quelque chose d'important. Manon vivait comme si le monde allait se réarranger pour la garder à l'aise. Dans notre maison, c'était souvent le cas. Quand j'ai obtenu cette bourse d'excellence pour HEC Paris, papa m'a félicité et a immédiatement souligné à quel point il était utile qu'il n'ait plus à s'inquiéter de mes frais de scolarité. Maman a dit que cela libérerait enfin de l'argent pour réparer le toit. Même ma plus grande réussite est devenue une commodité financière pour eux. J'ai eu 2 jobs pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme en accéléré et je me suis lancé dans la finance parce que les chiffres me semblaient sûrs. Prévisibles. Ils ne changeaient pas les attentes en fonction de qui avait besoin de plus d'attention. Chez Capital Perspective, j'ai appris à calculer les risques, à anticiper les pièges et à protéger les investissements. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'aurais éventuellement besoin de me protéger des personnes qui m'ont élevé. La situation de l'hypothèque a commencé modestement. Papa a mentionné un paiement manqué et a eu l'air embarrassé, alors je l'ai couvert. Puis un prêt auto. Puis une carte de crédit. Puis une autre. Ils disaient toujours que c'était temporaire. Ils agissaient toujours comme s'ils détestaient avoir besoin d'aide. Mais au fond, je pense qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour arranger ça, même si cela signifiait me vider jusqu'à la dernière goutte. Pendant ce temps, Manon passait ses débuts de vingtaine à traiter l'argent comme des accessoires de théâtre. Vêtements, voyages, meubles qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle ne semblait jamais inquiète parce qu'elle savait que maman et papa trouveraient un moyen. Et quand ils ne le pouvaient pas, je le ferais. Quand j'ai acheté le Penthouse à 28 ans, c'était le premier vrai signe pour moi-même que j'avais bâti ma propre vie. De haut plafond, le soleil entrant à flot chaque matin, un balcon qui encadrait la ligne d'horizon de Paris comme un tableau. Je me suis tenu dans ce salon vide le jour de mon emménagement et je me suis promis que quoi qu'il arrive avec ma famille, cet espace m'appartiendrait entièrement. 1 an plus tard, l'un des associés principaux de mon cabinet m'a remarqué en train de lire des documents juridiques et m'a posé des questions à ce sujet. Quand je lui ai dit que j'explorais des moyens de protéger mes actifs, il a écouté attentivement. Puis il a dit que si j'avais une dynamique familiale qui me rendait nerveuse, je ne devrais jamais rien laisser d'important à mon nom personnel. Non pas par méchanceté, a-t-il dit, mais parce que certaines personnes croient simplement qu'elles ont un droit sur tout ce que vous construisez. J'ai pensé au sentiment constant de Manon d'avoir droit à tout, aux demandes de maman imbibée de culpabilité, aux commentaires subtils de papa liant mon succès au devoir familial. J'ai entendu l'écho de chaque moment où ils ont transformé mes réussites en leur filet de sécurité. J'ai donc suivi le conseil de l'associé. 6 mois plus tard, la société Holding Nova était créée, avec son nom un peu sec et tout, dans un seul but. Posséder légalement le Penthouse que j'avais acheté avec mes propres revenus. L'acte de propriété a été transféré correctement, enregistré correctement, et personne dans ma famille ne le savait. À l'époque, cela semblait paranoïaque. Ce soir,
cela semblait prophétique. Je me suis éloigné du comptoir, je suis allé dans le petit salon et je me suis assise avec mon ordinateur portable sur les genoux. Le silence de l'appartement semblait plus pur que le silence de la maison de mes parents. Ce silence-là avait été plein d'attente, plein du poids du rôle que j'avais joué toute ma vie. Celui-ci était le mien. Je me suis connecté à mes emails et j'ai trouvé le dossier Nova Ridge. Chaque document s'est ouvert avec un léger clic. Les registres de constitution. Le transfert de titres. Les échanges de mai avec l'avocat. L'acte certifié listait la société comme unique propriétaire. Pas moi. Pas mes parents. Pas quiconque ayant jamais profité de mon sens de l'obligation. Ma poitrine s'est desserrée. Pour la première fois depuis que papa a dit on a vendu ton Pantouse, j'ai senti le sol se raffermir sous mes pieds. Ils avaient falsifié une signature sur un document qui ne représentait plus la propriété. Ils avaient vendu quelque chose qu'ils croyaient être à moi, mais leur erreur était de supposer que je me laisserais toujours sans protection. J'ai fermé les yeux un instant, laissant cette vérité s'installer comme du sable chaud. Puis je les ai ouverts et j'ai téléchargé chaque fichier, les sauvegardant sur mon disque sécurisé, mon esprit déjà en mouvement vers ce qui devait se passer ensuite. Ce n'était pas la rage qui m'emplissait. C'était la clarté. Le genre que vous ressentez quand une vie de schéma finit par avoir un sens indéniable. Mon téléphone a vibré avec un message de Manon. Je n'y ai même pas jeté un coup d'œil. Je connaissais le ton sans le lire. Accusation. Reproche. Exigence. Elle avait passé toute sa vie à croire que les autres existaient pour la rattraper. Ce soir ne serait pas différent. Mais j'étais différente. J'ai regardé l'écran, la preuve irréfutable que le Pantouse était en sécurité et légalement protégé, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Pas sur eux, mais sur moi-même. Sur l'histoire dans laquelle ils m'avaient forcé. Sur la peur que si je ne maintenais pas tout en marche, toute la famille s'effondrerait. Je suis resté assise un moment de plus, laissant le bourdonnement du réfrigérateur remplir la pièce tandis qu'à l'extérieur les lumières de la ville clignotaient. J'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui essayait toujours de mériter une reconnaissance qui n'est jamais venue, qui croyait que le sacrifice était le prix de l'amour. J'ai pensé à la facilité avec laquelle ils ont supposé qu'ils pouvaient me prendre quelque chose et à quel point ils ont été choqués quand je n'ai pas réagi comme ils s'y attendaient. Ce soir, il ne s'agissait pas de vengeance. Pas encore. Ce soir, il s'agissait de me souvenir de qui j'étais avant qu'ils ne me mettent tout ce poids sur les épaules. J'ai repris mon ordinateur portable et j'ai ouvert un document vierge. Je ne savais pas encore ce que j'allais devoir écrire. Peut-être une chronologie. Peut-être un plan. Peut-être un rappel à moi-même que j'en avais fini de jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Avant de commencer à taper, j'ai regardé à travers l'appartement sombre et j'ai murmuré quelque chose que je n'avais jamais dit à voix haute auparavant. Plus jamais. La prochaine étape était claire. Tout ce que j'avais à faire, c'était de la franchir. Je me suis adossé au coussin, fixant le plafond de ce petit appartement parisien, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai su exactement ce que je devais faire ensuite. Mon téléphone était encore chaud dans ma main. J'ai fait défiler jusqu'au nom de Lucas et j'ai appuyé sur appeler avant de pouvoir trop réfléchir. Il a décroché presque instantanément. Le son de sa voix a fait tomber mes épaules d'un centimètre, comme si mon corps se souvenait enfin de ce qu'était le soulagement. Je ne suis pas entré dans la conversation en douceur. Je lui ai tout dit. Je lui ai dit que je venais de rentrer de Lyon, que j'étais entré dans le salon de mes parents et que j'avais appris qu'ils avaient vendu ce qu'ils croyaient être mon Pantouse. Je lui ai parlé de la façon dont papa souriait comme s'il avait pris une décision financière brillante, de comment maman me rappelait que les familles font des sacrifices, de comment Manon souriait narquoisement comme si j'étais dramatique de ne pas applaudir son fonds de mariage de 250 000 €. Je lui ai dit que je croyais qu'ils avaient falsifié mon nom mais que la propriété n'était même pas à mon nom personnel. Le Pantouse appartenait à la société Holding Nova. J'ai entendu une chaise gratter de son côté de la ligne. Il m'a demandé de lui envoyer tous les documents que j'avais. J'ai transféré l'acte de propriété, les statuts de la SARL, les emails avec mon avocat de l'année où j'ai transféré la propriété. À chaque pièce jointe envoyée, un nœud dans mon estomac se desserrait. Il est resté silencieux pendant qu'il ouvrait tout. Les seuls sons étaient les clics doux de sa souris et le griffonnage de son stylo. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente. Plus tranchante, plus délibérée. Il a dit que l'acte de propriété était en béton.
Le transfert de la SARL avait été fait correctement. Légalement, personne dans ma famille n'avait l'autorité de vendre cette propriété. Il a dit que s'ils avaient signé quoi que ce soit en mon nom, nous avions affaire à une fraude. Pas un malentendu. Pas un désaccord familial. Une fraude. Le mot m'a frappé avec une étrange sorte de calme. Comme une confirmation de quelque chose que je savais déjà au plus profond de moi. Puis Lucas a demandé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Est-ce que quelqu'un de ta famille a contacté le syndic de copropriété ou la gestion de l'immeuble récemment? Je lui ai dit que je n'avais rien entendu à ce sujet, mais connaissant papa, cela ne me surprendrait pas. Il avait toujours été audacieux quand il pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Lucas a dit qu'il devait passer un appel et m'a demandé de patienter. J'ai fait les 100 pas dans le salon, comptant mes pas par habitude. L'appartement semblait trop petit pour la taille du problème qui se présentait à moi. Après quelques minutes, il est revenu. Il a dit que le gérant du syndic se souvenait d'un appel de papa. Il avait demandé les documents de propriété, prétendant qu'il y avait eu un malentendu dans les registres. Le gérant a vérifié, a vu que la société Holding Nova était le propriétaire, et lui a dit que si une mise à jour était nécessaire, le représentant de la société devait la demander. Papa n'a jamais donné suite. Entendre cela m'a tordu l'estomac. Ce n'était pas une décision de dernière minute. Papa avait tâté le terrain, vérifié les vulnérabilités, essayé de voir jusqu'où il pouvait aller avant même que je sache que quelque chose n'allait pas. Je me suis de nouveau affalé sur le canapé. Lucas a demandé si j'étais toujours là. J'ai dit oui, bien que ma voix semble venir d'une autre pièce. Il m'a dit qu'il voulait vérifier une dernière chose. Un contact bancaire qui connaissait très bien ma famille. Renaud. Au moment où j'ai entendu son nom, des souvenirs de salutations chaleureuses à la banque de la cité ont afflué dans mon esprit. Quand j'étais jeune et que j'économisais pour mes études, il me traitait toujours comme si mes dépôts de 20 € comptaient. Plus tard, quand j'ai aidé mes parents à gérer des factures en retard, il me regardait toujours avec une sympathie silencieuse qu'il n'a jamais exprimée à voix haute. Lucas a dit que Renaud l'avait déjà contacté plus tôt pour une autre affaire, et qu'il avait laissé un message vocal il y a quelques minutes. Lucas m'a dit de le vérifier. J'ai joué le message sur haut-parleur. La voix de Renaud était stable, mais il y avait quelque chose de tendu. Il a dit qu'il ne pouvait pas partager les détails du compte, mais qu'il voulait que je sois au courant que le produit de la vente du Pantouz avait été signalé. La transaction n'était pas entièrement validée. Il y avait des incohérences avec les informations du vendeur et le document d'autorisation fourni. En termes bancaires, cela signifiait une chose. Quelqu'un avait falsifié les papiers. Ma gorge s'est nouée. Mes parents avaient célébré une victoire qu'ils n'avaient jamais vraiment obtenue. Ils pensaient que l'argent était à eux. Ils le dépensaient déjà. Et pourtant, la banque se préparait à tout geler. Renaud a terminé en suggérant que je contacte un conseil juridique immédiatement. J'ai regardé autour de l'appartement sombre, les meubles bourdonnant faiblement avec le chauffage. Je ne ressentais plus le choc. Ce que je ressentais maintenant, c'était de la certitude. Lucas a demandé comment j'allais. J'ai presque ri. La vérité, c'est que je me sentais comme si la foudre m'avait traversé. Toute ma vie, on m'avait dit de ne pas créer de problèmes. Ce soir, les problèmes m'avaient trouvé, et je me sentais étrangement stable au milieu de tout ça. Il a dit que nous devions agir vite. Il a énuméré les prochaines étapes, claires et méthodiques. Si j'envoyais une autorisation formelle par écrit, il pourrait intervenir auprès de la société de titres et demander que toute la transaction soit mise en attente. Il pourrait informer l'avocat de l'acheteur que le vendeur n'avait pas l'autorité légale. Et il pourrait déposer une injonction d'urgence dans le jour ou deux suivants pour geler entièrement les fonds. Puis il a ajouté que la meilleure partie était que rien de tout cela ne nécessitait de confrontation. Pas encore. Le processus légal seul arrêterait tout net. J'ai demandé combien de temps cela prendrait. Il a dit que d'ici 24 à 48 heures, les comptes liés à la vente seraient gelés. Papa, maman et Manon ne pourraient pas accéder à un seul euro. Ma poitrine s'est soulevée dans une lente et lourde inspiration. L'idée de les voir debout à un guichet de banque, confus et effrayés, a fait quelque chose s'installer en moi. Pas de la joie. Pas de la vengeance. Juste de l'équilibre. Le ton de Lucas s'est adouci alors. Il connaissait ma famille. Il m'avait vu nettoyer leurs dégâts pendant des années. Il m'a dit que les gens comme mes parents ne changent que lorsque les conséquences deviennent trop lourdes à ignorer.
Et ils croyaient que ces conséquences se formaient déjà autour d'eux. Je me suis redressé, le poids dans ma colonne vertébrale s'allégeant. J'ai réalisé que cette fois, je n'avais pas à les protéger. Je n'avais pas à arranger les choses. Je n'avais pas à me plier en quatre pour qu'il soit plus facile pour eux de profiter de moi. Il m'a demandé de vérifier mes emails. J'ai ouvert son message et j'ai trouvé une lettre d'autorisation prête pour ma signature. Je l'ai lue ligne par ligne. Elle déclarait que moi, en tant qu'associé gérante de la société Holding Nova, je l'autorisais à agir au nom de la société, à demander des registres, à initier des blocages légaux et à notifier toutes les parties impliquées d'une fraude potentielle. Ma main n'a pas tremblé en tapant mon nom. Un deuxième email est arrivé juste après. Il avait besoin de copies de ma carte d'identité, des documents de constitution originaux de la SARL, et d'un bref résumé des événements avec mes propres mots. J'ai tout envoyé en quelques minutes. Il a répondu qu'il commencerait immédiatement. La pièce semblait différente. Plus chaude. Comme si j'avais enfin trouvé ma place. Lucas a demandé si j'avais eu d'autres nouvelles de mes parents. Je lui ai dit que non, et que je m'attendais à ce que le prochain appel de leur part vienne quand ils réaliseraient que l'argent sur lequel ils comptaient n'apparaissait pas sur leur compte. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Ce n'était pas une pause inconfortable. C'était le genre de pause qui précède la chute du premier domino. Puis Lucas s'est éclairci la gorge. Il a dit une dernière chose, presque dans un murmure. Il a dit que papa allait regretter ce qu'il avait fait bien plus tôt que je ne l'imaginais. J'ai pensé à cette soirée à Saint-Germain-en-Laye. Papa arpentant la pièce avec fierté, maman rayonnant de suffisance, Manon suintant le triomphe comme un parfum. Aucun d'eux n'a pensé une seconde que ce qu'ils avaient fait était mal. Aucun d'eux n'a imaginé qu'il pourrait y avoir des conséquences. Mais les conséquences arrivaient. Prudemment. Silencieusement. De cette manière que seule la loi peut avoir. J'ai remercié Lucas, sincèrement, profondément, d'une manière que je n'avais remercié personne depuis longtemps. Il m'a dit d'essayer de me reposer. J'ai dit que je le ferais, même si nous savions tous les deux que je n'allais pas beaucoup dormir cette nuit-là. Quand j'ai raccroché, l'appartement semblait plus calme. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé les lumières de Paris, dispersées dans l'obscurité comme de minuscules signaux d'un monde qui continuait de bouger même quand le mien semblait suspendu. J'ai pensé au visage de papa quand j'ai dit le pantouse que vous avez vendu était en fait. Je me suis souvenu de la façon dont le sourire s'était fissuré sur les bords, de la façon dont la prise de conscience s'était glissée dans ses yeux comme une ombre sur un mur. Il ne savait pas ce qui allait arriver. Pas encore. Mais la vérité avait déjà commencé sa lente et régulière progression vers lui. Je me suis rassise sur le canapé, j'ai rapproché mon ordinateur portable et j'ai ouvert le lecteur sécurisé où je stockais tous les documents de Nova. J'ai regardé chaque fichier à nouveau, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais sentir le poids de ma propre préparation. Le transfert de propriété. Les signatures notariées. Les journaux numériques. Toutes les démarches silencieuses que j'avais entreprises pour me protéger sans même savoir quand j'en aurais besoin. Ce soir, j'en avais besoin. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement. Pour la première fois depuis Lyon, ma respiration était pleine et régulière. Ce qui allait suivre serait compliqué, et émotionnel, et probablement douloureux, mais pour une fois, je n'entrais pas dans la ligne de feu sans armes. Je me suis levé, je suis allé dans la petite chambre et je me suis assise sur le bord du lit. Mon téléphone a de nouveau vibré. Manon. Je l'ai laissé s'éteindre sans le toucher. Je me suis allongé lentement, fixant le plafond. Demain commencerait le véritable dénouement. Et je savais exactement qui y serait empêtré. Mais pour l'instant, pour ce soir, j'ai laissé mes yeux se fermer, laissant le silence s'installer autour de moi comme une lourde couverture que j'avais méritée. Et je me suis permis la plus petite, la plus douce des pensées. Cette fois, ce n'est pas moi qui paierai le prix. J'ai gardé les yeux fermés pendant quelques secondes le lendemain matin, laissant le calme de l'appartement s'installer avant de me souvenir de ce qui attendait derrière ce silence. Le dénouement avait commencé, exactement comme je le savais. Et le premier signe est apparu avant même que je ne me lève. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, cliquetant comme s'il essayait de s'échapper. Je l'ai attrapé, m'attendant à Lucas, mais l'identifiant de l'appelant affichait un nom différent. Céleste. L'organisatrice de mariage de Manon. Je l'ai laissé sonner. Puis sonner encore. Puis encore jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur la messagerie vocale.
Un instant plus tard, ma boîte de réception s'est allumée avec une série de mails, chacun marqué urgent ou aide ou réponse immédiate nécessaire. J'ai ouvert le premier. Le ton de Céleste était frénétique. Les paiements ne passaient pas. Les banques traînaient. Les fournisseurs exigeaient une confirmation. La date pour le lieu de réception était en péril. Elle avait besoin que quelqu'un, n'importe qui, lui explique ce qui se passait. J'ai écrit une seule ligne. Veuillez contacter directement ma sœur, Manon. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone a vibré avec un texto. Chloé, quelque chose ne va pas avec le compte que ton père a dit être approvisionné. La banque dit que la transaction est en cours d'examen. Les fournisseurs m'appellent sans arrêt. Un autre texto est arrivé avant que j'aie fini de lire. Si je n'obtiens pas de réponse bientôt, ce mariage va s'effondrer. J'ai tapé la même réponse. Veuillez contacter directement ma sœur, Manon. La lumière du matin filtrait à travers les stores tandis que le téléphone continuait de vibrer derrière moi. J'ai versé un verre d'eau et j'ai bu lentement, laissant mon rythme cardiaque se calmer tandis que la panique de Céleste continuait de se déverser sur mon écran. Quelques minutes plus tard, un nom différent est apparu. Amélie. Tu vois ce qui se passe avec le mariage de ta sœur? Les gens dans les cercles de mariage en parlent déjà. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait. Elle a répondu presque instantanément. Les fournisseurs disent que tous les paiements liés au mariage grand ont été refusés. Quelqu'un a chuchoté que ta famille a utilisé l'argent de la vente d'une propriété. Des rumeurs circulent selon lesquelles quelque chose à ce sujet semble louche. Si j'étais toi, je prendrais mes distances avant que les gens ne supposent que tu étais impliqué. Je l'ai remercié et j'ai reposé le téléphone. Les notifications continuaient d'arriver mais je ne les ai pas ouvertes. Je n'en avais pas besoin. Chaque ligne d'objet disait la même chose. Paiement échoué. Réservation en péril. Service suspendu. Ce mariage que Manon avait traité comme son couronnement personnel se fissurait à chaque couture. Et elle n'avait aucune idée que la ligne de faille passait directement sous ses propres pieds. Puis Céleste a de nouveau appelé. Je l'ai ignoré. Un message vocal est arrivé quelques secondes plus tard. Chloé, le lieu de réception dit que le chèque a été refusé. D'autres fournisseurs refusent de continuer tant que les fonds ne sont pas débloqués. Je suis complètement dans le flou ici. S'il y a quelque chose que je dois savoir, appelle-moi. Je n'arrive à joindre personne de ta famille. Sa voix tremblait. Le message suivant était pire. Tout est en train de s'effondrer. Si quelqu'un ne règle pas ça aujourd'hui, aucun de ces services ne sera encore disponible. J'ai écouté sans réaction. Lucas m'avait déjà prévenu que le gel frapperait vite. Et ma famille, dans son arrogance, avait probablement dépensé de l'argent avant même qu'il ne soit crédité. Ils avaient toujours supposé que les règles étaient des suggestions. Je suis allé à la fenêtre, regardant les gens dans la rue vaquer à leurs occupations ordinaires. Des chiens en laisse. Des voitures au ralenti au feu. Des enfants avec des sacs à dos se dirigeant vers l'école. La vie restait stable tandis que la fantaisie soigneusement entretenue de ma famille commençait à s'effondrer sur elle-même. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la vérité. Et la vérité se frayait enfin un chemin à travers toutes les portes verrouillées qu'ils pensaient les protéger. Un autre numéro inconnu est apparu. J'ai ouvert le message. C'était le directeur du lieu de réception. Sauf réception du paiement dans les prochaines heures, nous devrons libérer la date. L'email était poli mais final. 2 autres ont suivi de la part d'autres fournisseurs. Même message. Pas de paiement, pas de service. Je me suis rassise sur le canapé, j'ai tiré la couverture sur mes genoux et j'ai laissé le téléphone vibrer à bout de souffle sur le coussin à côté de moi. Leur panique se déversait à travers chaque notification, montante, urgente, désespérée. Mais rien de tout cela ne m'a touché. J'avais passé des années à être la personne qui tenait tout ensemble. La responsable. La réparatrice. Le filet de sécurité. Mon silence me semblait maintenant comme la première profonde expiration après avoir retenu mon souffle pendant bien trop longtemps. Un dernier appel de Céleste est arrivé. Je n'ai pas bougé pour répondre. Puis un texto. S'il te plaît, Chloé. Je n'arrive pas à joindre ta famille. Ta sœur m'appelle toutes les quelques minutes. Les fournisseurs menacent d'annuler. Je perds le contrôle ici. Dis-moi juste ce qui se passe.
Une longue pause. Je ne veux pas voir ce mariage s'effondrer. J'ai tapé la même réponse qu'auparavant. Veuillez contacter directement ma famille. Puis j'ai mis le téléphone de côté et je me suis adossé au coussin, laissant chaque notification glisser sur l'écran comme un tonnerre lointain. Chacune était un autre fil se détachant de la fantaisie que ma famille avait construite. Chacune était une vérité qu'ils avaient choisi de ne pas affronter. Et j'ai attendu, calme et stable, sachant que ce n'était que le début de la tempête qu'ils avaient créée de leurs propres mains. Je regardais les derniers messages frénétiques de Céleste s'estomper de l'écran de mon téléphone, l'appartement enfin redevenu silencieux, quand la vague de chaos suivante a commencé à déferler. Ça a commencé avec une alerte de messagerie vocale. Puis une autre. Puis 3 autres en succession rapide. J'ai attrapé le téléphone, m'attendant à d'autres fournisseurs, mais le nom qui clignotait sur l'écran m'a fait marquer une pause. Renaud. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années. C'était le conseiller de crédit qui s'occupait des comptes de mes parents à la banque de la cité avant de prendre sa retraite. Il m'avait toujours traité avec gentillesse quand j'étais plus jeune, s'efforçant toujours d'expliquer des choses que papa ne voulait pas voir expliquées. L'idée qu'il m'appelle maintenant m'a envoyé un étrange frisson dans le dos. J'ai appuyé sur lecture. Chloé, c'est Renaud. J'espère que tu te souviens de moi. Je t'appelle parce qu'il s'est passé quelque chose que je pense que tu dois savoir. La transaction sur la vente de la propriété a été signalée pour irrégularité. La banque a gelé tous les fonds qui y sont associés. Je ne peux pas entrer dans les détails sur messagerie vocale, mais c'est sérieux. S'il te plaît, rappelle-moi. Il a terminé avec un soupir qui semblait assez lourd pour porter le poids de toute la situation. J'ai posé le téléphone sur la table mais je n'ai pas rappelé. Pas encore. L'appel suivant est arrivé immédiatement. Papa. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie. Puis maman. Puis Manon. L'un après l'autre, implacable, les notifications s'empilant sur mon écran comme des dominos qui tombent. J'ai retourné le téléphone face contre table et je suis allé dans la cuisine, mais même de l'autre côté de la pièce, je pouvais entendre la vibration cliqueter contre le comptoir. Quand je l'ai finalement repris, il y avait 6 nouveaux messages vocaux. J'ai cliqué sur le plus récent. La voix de papa a éclaté, aiguë et frénétique. Chloé, qu'est-ce qui se passe? On vient de quitter la banque et ils ont dit que l'argent de la vente du Penthouse est en cours d'examen. Ils l'ont gelé. Ils l'ont vraiment gelé. Ta mère est en larmes. Manon perd la tête à propos de son rendez-vous pour sa robe. Rappelle-moi tout de suite. C'est ridicule. Quelqu'un doit arranger ça. Le message s'est coupé brusquement, comme s'il était à bout de souffle. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste réécouté une fois, lentement. Je l'ai. Plus vite que je ne l'avais prévu. Un autre message vocal est arrivé. Papa encore. Chloé, le directeur de la banque a dit quelque chose à propos de divergence de signature. Il nous accuse de fraude. De fraude. Tu comprends ce que ça veut dire? Ils ne débloqueront pas un centime. Tu dois les appeler. Tu dois leur dire que c'est un malentendu. Nous sommes une famille. S'il te plaît, rappelle-moi. Sa voix s'est brisée sur la dernière phrase, mais je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité. Pas de peur. Juste une certitude profonde et calme que c'était le moment où tout commençait à s'effondrer sur lui. Puis maman a laissé un message. Ma chérie, on a besoin de ton aide. La banque dit que la vente est signalée. Ils refusent de nous laisser retirer quoi que ce soit. On a essayé 2 autres banques et elles ont dit la même chose. Appelle-les, ma chérie. Dis-leur que tout va bien. Tu peux régler ça en 2 secondes. Tu arranges toujours les choses pour nous. Toujours arranger les choses. C'était reparti. Le même rôle qu'ils croyaient que je leur devais. La même supposition que j'existais pour résoudre tout ce qu'ils cassaient. J'ai laissé son message sans réponse. À midi, mon téléphone avait l'air de briller. Plus de 20 appels manqués. Près de 15 messages vocaux. Texto après texto s'empilait sur l'écran de verrouillage. C'est celui de Manon que j'ai ouvert en premier, bien que je ne sache pas pourquoi. J'espère que tu es contente. La boutique a annulé mon essayage parce que le paiement a été refusé 2 fois. 2 fois. Fais quelque chose. Tu es en train de ruiner mon mariage. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la fenêtre,
laissant la lumière du soleil réchauffer le côté de mon visage. Dehors, un camion de livraison est passé en grondant. Un couple marchait main dans la main. Un cycliste pédalait à travers l'intersection. La vie continuait, stable et inconsciente. Ma famille, en revanche, était en pleine spirale. Un autre appel de papa est arrivé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie, puis j'ai appuyé sur lecture. Chloé, je viens de parler à une autre banque. Ils ont tout gelé lié à cette vente. Ils ont dit qu'une enquête est en cours. Ils ne voulaient rien me dire de plus. Chloé, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'appelles. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas. Je pense qu'on a des ennuis. Son souffle s'est coupé avant que le bip ne mette fin au message. C'était la première fois qu'il avait l'air effrayé. Puis est venu le message où l'illusion s'est finalement brisée. Chloé, c'est papa. J'ai besoin que tu me rappelles. Ta mère panique. La banque parle de documents falsifiés. Ils disent que la vente pourrait être invalide. Ils veulent qu'on reste disponible pour des questions. Chloé, si tu sais quelque chose à ce sujet, tu dois me le dire. Ce n'est pas une blague. S'il te plaît. J'ai rembobiné le message une fois de plus pour entendre le mot que papa n'utilisait presque jamais. S'il te plaît. J'ai senti l'air changer autour de moi, comme juste avant qu'un orage n'éclate. Ça arrivait. Ils commençaient à comprendre que ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement une trahison. C'était un crime. Et personne ne viendrait les sauver cette fois. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon verre d'eau et j'ai réécouté les messages dans l'ordre, observant la progression de l'irritation à la confusion puis à la peur. C'était un schéma que je connaissais bien. Je l'avais vu chaque fois que la vie cessait de se plier dans la direction que papa attendait. Le message suivant était plus court. Il est arrivé à 12h41. Chloé. Je sais que tu reçois ces messages. Appelle-moi. On doit régler ça. J'ai besoin de toi. Les derniers mots lui ont échappé comme s'ils avaient un goût désagréable dans sa bouche. C'est alors qu'un autre appel est arrivé, et j'ai regardé l'écran s'allumer à nouveau avec son nom. Je l'ai ignoré, mais 10 secondes plus tard, une icône de messagerie vocale est apparue. Celui-ci était différent, cependant. Je pouvais l'entendre avant de le jouer. Quelque chose dans le silence semblait plus lourd. J'ai appuyé sur lecture. Chloé. C'est papa. Le directeur de la banque vient de me dire que les fonds ne seront pas débloqués. Pas aujourd'hui. Pas demain. Ils ont tout gelé. Ils examinent les signatures. Ils parlent à quelqu'un du bureau du greffier du tribunal. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense. Je pense qu'on a fait une énorme erreur. Rappelle-moi. S'il te plaît, appelle-moi. Il avait l'air perdu. Complètement perdu. Mais toujours pas désolé. Pas encore. Le message s'est terminé brusquement, avalé par le bruit de fond d'un hall animé. J'étais sur le point de poser le téléphone quand il a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Un instant plus tard, la transcription est apparue, et je l'ai parcourue. Ici la banque de la cité. Nous devons vous informer qu'il y a eu un incident impliquant votre père. Il est devenu agité lors d'une discussion sur les restrictions de compte. Nous lui avons demandé de quitter les lieux. Aucune autre mesure ne sera prise si la situation est résolue. Veuillez nous appeler si vous avez des questions. J'ai expiré lentement, laissant le poids de cela s'installer. Papa était retourné à la banque. Et il avait perdu le contrôle. Encore une fois. J'ai appuyé sur lecture sur le message pour l'entendre en entier. Il y avait un faible écho en arrière-plan, le bourdonnement immistakable d'un hall de banque animé. Puis une voix ferme, probablement un directeur de banque, disant quelque chose comme « Monsieur, vous devez baisser la voix » suivi de papa qui rétorquait qu'il volait son argent, qu'il n'en avait pas le droit, qu'il méritait des réponses. Un bruissement de mouvement a suivi, des chaises qui grattent, le ton sec de quelqu'un lui ordonnant de sortir. Puis le message a été coupé. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose qui n'était ni de la colère ni de l'épuisement. C'était de la finalité. C'était la conséquence qu'il n'avait jamais cru l'atteindrait. Il avait toujours agi comme si le monde se plierait s'il poussait assez fort. Mais cette fois, le monde n'a pas bougé. Il a riposté. J'ai de nouveau placé le téléphone face contre table,
laissant le silence s'installer. Dehors, le soleil commençait à descendre derrière les immeubles, projetant de longues ombres sur la rue. Un calme tranquille a envahi l'appartement, remplissant chaque coin comme une bouffée de chaleur. Papa apprenait ce que c'était que de perdre le contrôle. Maman apprenait ce que c'était que d'être impuissante. Manon apprenait ce que c'était que de voir un fantasme s'effondrer. Et ils l'apprenaient tous sans moi. Je suis resté près de la fenêtre, observant la lumière changeante, et j'ai ressenti la plus petite pointe de soulagement. Pas de la joie. Pas de la satisfaction. Juste la douce expiration qui vient quand la vérité commence enfin à parler d'elle-même. Quelque part à travers Saint-Germain-en-Laye, papa sortait de cette banque avec le poids de ses décisions pesant sur lui plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et il n'avait aucune idée que ce n'était que le début. J'ai découvert à quelle vitesse la phase suivante a commencé environ 1 heure plus tard, lorsque mon téléphone s'est allumé d'une manière qui n'avait rien à voir avec les banques ou les organisateurs. Au début, ce n'était que quelques notifications d'Instagram. Puis une poignée de plus. Puis mon écran s'est transformé en une cascade de pings d'applications que je n'avais pas ouvertes depuis des semaines. J'ai froncé les sourcils, déverrouillé mon téléphone et j'ai vu ce qui avait tout agité. Manon. Elle avait posté une longue série de stories en larmes et m'avait tagué dans la toute première diapositive. J'ai appuyé pour l'ouvrir. Elle était là, assise dans sa chambre d'enfant chez mes parents, le mascara juste assez bavé pour avoir l'air tragique, un éclairage doux la faisant ressembler à l'héroïne au cœur brisé d'un film à petit budget. Sur l'écran, elle avait écrit une légende en grosses lettres dramatiques. Parfois, les personnes que vous vous attendez à voir vous soutenir sont celles qui détruisent tout. En plus petit texte en dessous, elle avait tagué mon compte. Je n'avais pas besoin d'entendre le son pour savoir ce qu'elle disait, mais la curiosité l'a emporté. J'ai augmenté le volume. Elle parlait de comment elle avait rêvé de son mariage toute sa vie. Comment elle avait planifié chaque détail depuis son adolescence. Comment sa famille avait pris des dispositions pour que son jour spécial soit enfin parfait après une vie de sacrifice. Puis sa voix a changé, un peu plus tranchante. Et maintenant, une personne de notre famille a décidé de nous savonner la planche. Elle l'a dit sans utiliser mon nom, mais le tag et le timing racontaient l'histoire. Elle a parlé de banque gelant des comptes. Elle a mentionné un mystérieux problème juridique. Et elle a insinué sombrement que quelqu'un était intervenu par jalousie et par besoin de contrôle. J'ai regardé 3 diapositives, puis j'ai éteint. Mes messages étaient déjà remplis de réactions. Certaines venaient de personnes que je me souvenais à peine du lycée. D'autres étaient des dames de l'église que ma mère voyait encore pour le café. D'autres encore étaient des cousins que je ne voyais que pour les fêtes. Le schéma était le même. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Manon est dévastée. Il doit y avoir un malentendu. Je suis sûr que tu as tes raisons, mais essaie peut-être de ne pas gâcher le grand jour de ta petite sœur. La vie est courte. Les mariages comptent. Ne sois pas égoïste. J'ai fixé l'un d'eux, un long paragraphe d'une ancienne voisine qui avait toujours favorisé Manon. Elle écrivait qu'il y avait de meilleures façons de gérer les désaccords familiaux que d'utiliser des avocats et des banques. Puis elle a terminé par une ligne qui a atterri comme un coup familier. Tu as toujours été si forte et si brillante. Laisse tomber. Ta famille a besoin que tu sois la plus grande personne. C'était ça. Encore une fois. L'attente que ma force existe pour amortir les mauvaises décisions de tout le monde. Une autre notification est apparue de la meilleure amie de ma mère, Lydie. Je ne sais pas de quoi parle Manon, mais ta mère est hors d'elle. Elle dit que tu les punis. Sois gentille, ma chérie. Les parents font des erreurs. Les parents font des erreurs. Une si jolie petite phrase pour couvrir la falsification et la fraude. J'ai posé le téléphone, je suis allé à l'évier et j'ai fait couler l'eau, laissant le bruit de l'eau couvrir le bourdonnement. Je me suis aspergé le visage, j'ai pris une lente inspiration et je me suis séché avec un torchon. Quand je suis revenu, il y avait 3 appels manqués de maman. J'ai appuyé sur lecture sur le plus récent message vocal. Chloé, c'est ta mère. Je ne sais pas pourquoi tu nous fais ça. Sa voix tremblait déjà. Ta sœur est en morceaux. Ton père n'a pas mangé de la journée. Toute la ville parle de nous. Les gens m'appellent pour me demander ce qui se passe avec le mariage, la maison et la banque. Tu dois arrêter ça. Tu es cruel. J'ai appuyé ma hanche contre la table et j'ai continué à écouter. Nous sommes ta famille. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux.
Tu gèles l'argent comme ça, en impliquant des avocats, en nous faisant passer pour des criminels. Son souffle s'est coupé. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi dur. J'ai presque ri à ça. Dur. C'était le mot qu'elle avait choisi. Elle a continué. Tu as toujours eu tellement de choses. Le succès, les voyages, le Penthouse. Tu n'as jamais manqué de rien. C'était une chose que ta sœur demandait. Une seule. Et maintenant, tu es en train de la détruire. S'il te plaît, Chloé. Je t'en supplie. Appelle la banque. Règle ça. Fais preuve de pitié. Le message s'est terminé par un reniflement sec, comme si elle avait raccroché au milieu d'un sanglot exprès, espérant que le son toucherait quelque chose en moi. Ça a touché quelque chose, c'est sûr. Juste pas ce qu'elle voulait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto d'un vieil ami de la famille. Je ne sais pas ce qui est vrai ou non, mais tes parents ont l'air brisés. Peut-être ne laisse pas l'orgueil te faire quelque chose que tu regretteras. J'ai éteint l'écran et j'ai laissé l'obscurité me regarder en retour. Ils étaient en train de paniquer. Vraiment. S'ils ne pouvaient pas obtenir l'argent, ils allaient au moins essayer de corriger le récit. Me transformer en méchante aux yeux de tous avant que la vérité juridique ne les rattrape. Une bannière de notification a glissé sur mon écran. Un nouveau message vocal. Numéro différent. Lucas. J'ai appuyé sur lecture. Salut, c'est moi. Juste pour te prévenir. Ton père a réussi à obtenir le numéro de mon bureau et a laissé 3 messages me demandant de le rappeler. Il veut parler d'un compromis. Je te tiendrai au courant quand tu seras libre, mais ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas appelé. Ma poitrine s'est serrée puis s'est détendue. Bien sûr que papa s'en prendrait à la seule personne qu'il savait se tenir entre lui et sa version du contrôle. Quelques minutes plus tard, Lucas a de nouveau appelé en direct. J'ai répondu à la première sonnerie. Il n'a pas pris la peine de bavarder. Ton père a été occupé, a-t-il dit. Il a laissé un message à ma réceptionniste disant qu'il voulait venir parler d'homme à homme. Il a dit qu'il était sûr que nous pourrions trouver un arrangement si j'écoutais simplement sa version des faits. Il a aussi dit que tu es émotive et dramatique. Je suis resté silencieuse une seconde, me pinçant les lèvres. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé. La voix de Lucas était froide. Je lui ai dit que je représente la société Holding Nova et que toute communication concernant la propriété ou les fonds gelés doit passer par les canaux formels. Je lui ai aussi dit que toi, en tant qu'associée gérante, tu m'as demandé de ne pas engager de négociations privées et qu'il devrait consulter son propre avocat. Je pouvais presque imaginer l'expression sur le visage de papa quand il a entendu ça. Ce mélange d'offense et d'incrédulité chaque fois que quelqu'un lui disait non. Lucas a continué. Il n'a pas aimé cette réponse, Chloé. Il a essayé d'insister. Il a dit des choses comme on peut sûrement garder ça en famille, pas besoin d'impliquer les tribunaux. Il a laissé entendre qu'il pourrait te convaincre de changer d'avis si je lui expliquais simplement à quel point ta mère est stressée. J'ai répété la même chose à chaque fois. Je ne suis pas son avocat. Je suis le tien. Et je ne suis pas là pour le faire se sentir mieux. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec le fait d'être vu. Merci, ai-je dit doucement. Il a expiré. Il y a plus. J'ai reçu une déclaration écrite du gérant du syndic. C'est pire que ce que je pensais. Je me suis redressé. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Lucas a brassé des papiers de son côté, le faible son d'une page contourne. Ton père n'a pas appelé qu'une seule fois. Il a appelé 3 fois en l'espace de 2 semaines. La première fois, il a prétendu qu'il devait vérifier que l'unité était toujours à ton nom pour des raisons d'assurance. Le gérant lui a dit qu'elle appartenait à la société Holding Nova et que toute information au-delà de ça devait être adressée au contact de l'entreprise enregistrée. La deuxième fois, il a demandé si une procuration mise à jour pouvait être utilisée pour signer en ton nom sur des documents liés à la propriété. Le gérant lui a dit, encore une fois, que seul un représentant autorisé de Nova pouvait signer. La voix de Lucas a baissé. La troisième fois, il est venu en personne. J'ai agrippé le bord de la table. En personne. Oui. Il s'est présenté sans rendez-vous et a essayé de suggérer qu'il y avait des erreurs dans les registres de propriété. Le gérant a écrit qu'il insistait sur le fait que le Penthouse était censé être un bien familial,
pas une holding d'entreprise, et qu'il semblait irrité quand on lui a dit que rien ne pouvait être changé sans ta signature en tant qu'associé gérante de la société. Le gérant a signalé les interactions comme étant préoccupantes et a ajouté une note au dossier, au cas où quelque chose se présenterait plus tard. J'ai laissé cela s'installer. Il ne s'agissait jamais d'une erreur de dernière minute ou d'une panique soudaine. Papa avait préparé le terrain, essayé des portes, testé des serrures. Il n'avait tout simplement pas réalisé qu'il secouait la mauvaise poignée depuis le début. Lucas a continué. Tout cela est maintenant par écrit. Ça montre une claire intention. Il savait qu'il n'avait pas l'autorité, et il a quand même essayé de trouver un moyen de contourner cela. Ma mâchoire s'est crispée. Et maintenant, ils agissent tous comme si c'était juste moi qui étais difficile. La pression sociale est l'outil le plus facile qu'ils aient, a dit Lucas calmement. Ils ne peuvent pas te combattre légalement, alors ils s'attaquent à ta réputation. Te faire paraître froide. Dramatique. Ingrate. C'est une très vieille tactique. J'ai pensé aux stories de Manon. Aux messages de maman. Aux textos me traitant d'égoïste. Tout cela s'alignait avec le même scénario qu'on m'avait servi toute ma vie. La voix de Lucas s'est adoucie d'un cran. Je veux que tu te souviennes de quelque chose, Chloé. Tu n'as pas fait ça. Tu as réagi à ça. J'ai avalé ma salive pour faire passer la boule dans ma gorge. Je sais, ai-je dit. Du moins, ma tête le sait. Mon cœur est encore en train de rattraper son retard. Il y a eu une pause, le genre de pause où deux personnes laissent la vérité s'installer entre elles sans essayer de la décorer. Puis il s'est éclairci la gorge. Très bien. Dernière mise à jour pour l'instant. La banque a transmis notre dossier de fraude aux autorités locales plus tôt cet après-midi. L'inspecteur en charge m'a envoyé un bref accusé de réception. Leur brigade financière a officiellement commencé à examiner le dossier. Je suis resté très immobile. Alors la police est impliquée maintenant. Oui. La réponse de Lucas était simple, mais elle portait un poids tout à fait particulier. Ce n'est plus seulement entre ta famille et une banque. C'est une affaire criminelle en cours d'examen. J'ai fixé la traînée de lumière de fin d'après-midi qui coupait le sol, les grains de poussière dérivant paresseusement à travers elle. Quelque part à Saint-Germain-en-Laye, papa et maman racontaient encore à quiconque voulait bien l'entendre que ce n'était qu'un drame familial qui avait mal tourné. Que c'était de ma faute. Que c'était moi qui brisais la famille. Mais dans un bureau silencieux, un inspecteur lisait des documents sans attachement émotionnel, sans loyauté, sans histoire. Juste des faits. J'ai laissé échapper une lente respiration que je n'avais pas réalisé que je retenais. D'accord, ai-je dit. Tiens-moi au courant. Je le ferai, a répondu Lucas. Essaie de te reposer si tu peux. Les choses vont bouger rapidement à partir de maintenant. Après avoir raccroché, je suis resté assis seul dans le silence de mon appartement, le téléphone toujours à la main, l'écho de ces derniers mots flottant dans l'air. Les choses bougeaient rapidement maintenant. Et pour la première fois de ma vie, la direction dans laquelle elle bougeait ne tournait pas autour de la protection de ma famille contre elle-même. Je suis resté sur le canapé longtemps après le dernier message de Lucas, laissant le calme s'installer autour de moi, quand un coup ferme a retenti à la porte. C'était le genre de coup qui portait une intention, pas de l'impatience. J'ai posé mon téléphone, je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Un homme en costume bleu marine s'est présenté d'un léger signe de tête. Bon après-midi, mademoiselle. Je suis l'inspecteur Olivier Erard de la brigade financière. Je crois que vous avez été informé que nous pourrions avoir besoin de vous parler. J'ai reculé pour qu'il puisse entrer. Sa présence a rempli la pièce sans être intrusive. Il est resté immobile un moment, observant l'espace comme le font les enquêteurs, non pas en jugeant, mais simplement en observant. Il a attendu que je m'assoie avant de prendre la chaise en face de moi. Il a posé un mince dossier sur la table basse. Merci de me recevoir. Je sais que ce n'est pas une situation agréable. Mes mains reposaient sur mes genoux, paumes ouvertes, stables. Je comprends. De quoi avez-vous besoin? Il a ouvert le dossier, révélant des formulaires imprimés, des copies de l'acte de propriété et une liste de documents requis. Pour commencer, je dois confirmer des informations concernant la société Holding Nova. Spécifiquement, les documents de propriété, les statuts de la société et tout transfert lié à l'unité de Pentouze. J'ai attrapé le dossier que j'avais préparé la veille. Tout était classé, étiqueté et organisé.
Des années dans la finance m'avaient transformé en quelqu'un qui se préparait aux tempêtes avant même que les nuages n'apparaissent. Je lui ai glissé le dossier. Ce sont les originaux et les copies certifiées conformes. Vous y trouverez les signatures notariées, les documents de constitution de la SARL et l'acte de transfert de propriété de mon nom personnel à la société Holding Nova. Il l'a ouvert et a parcouru les premières pages. Ses sourcils se sont légèrement levés. C'est très complet. Une respiration silencieuse m'a échappé. J'ai déjà dû protéger mes actifs de ma famille. J'ai appris à la dure. Il a hoché la tête, comme si ce morceau de contexte alignait quelques pièces du puzzle dans son esprit. Nous aurons également besoin de toute preuve soutenant l'affirmation que votre signature a été falsifiée lors du processus de vente. Vous avez mentionné dans votre email que la signature sur le contrat de vente ne correspondait pas à la vôtre. J'ai pris une autre enveloppe et je la lui ai tendue. Voici des échantillons de mes signatures authentifiées provenant de mon employeur, de mes précédents documents hypothécaires et de mon passeport. Et voici la signature du contrat qu'ils ont utilisé. Vous pouvez voir la différence sans grossissement. Il a tenu les pages côte à côte, étudiant les traits d'encre. Même de loin, on pouvait voir les incohérences évidentes. La courbe fausse du G. L'espacement inégal. Le M incliné qui ne correspondait au mien dans aucun univers. Il a levé les yeux lentement. Je suis d'accord. Celles-ci ne correspondent pas. Il n'y avait aucune satisfaction à entendre cela. Juste une douce douleur, le genre qui vient quand quelqu'un confirme enfin une vérité que vous n'avez jamais voulu être vraie. L'inspecteur Erard a continué à prendre des notes. Et pour confirmer, vous étiez à Lyon au moment de la prétendue signature, c'est exact. Oui. Non seulement cela, mais j'ai la documentation de mon itinéraire et des horodatages numériques de quand j'ai reçu des comptes rendus de réunions à l'étranger. Je peux les imprimer si nécessaire. Il a hoché la tête avec approbation. Nous en prendrons des copies. Chaque détail aide. Pendant plusieurs minutes, il a posé des questions. Précises, stables, neutres. J'ai répondu à toutes calmement, mais de temps en temps, un petit nœud se serrait dans ma poitrine. Parler du Penthouse me faisait me souvenir de la paix que cet espace m'avait apporté. Combien d'années j'avais travaillé et sacrifié pour le mériter. Et avec quelle facilité ma famille avait décidé qu'il leur appartenait. Après avoir terminé la liste, il a fermé son carnet. Merci, mademoiselle. Je devrais également parler à chaque membre de votre famille concernant leur implication, leur connaissance de la propriété et leur compréhension de qui avait l'autorité pour exécuter une vente. J'ai hoché la tête. Je m'attendais à cette partie. Ils ne vont pas aimer ça. Il a offert un petit demi-sourire compatissant. Les gens aiment rarement ça, surtout quand la situation est aussi grave que celle-ci. Quelques heures plus tard, alors que l'inspecteur Erard rassemblait encore des dossiers dans mon salon, son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Votre famille est actuellement au commissariat pour des entretiens préliminaires. Si cela ne vous dérange pas, je vais sortir pour prendre cet appel. J'ai fait un geste vers la porte. Allez-y. Il a quitté l'appartement et a fermé la porte doucement derrière lui. À travers le mur, seuls des tons étouffés me parvenaient, mais je pouvais dire par la cadence que quelque chose avait changé. Après quelques minutes, il est revenu, son expression portant un nouveau poids. C'était mon collègue. Ils ont commencé à interroger vos parents et votre sœur. J'ai attendu, immobile et stable. Comment vont-ils ? Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Votre mère est effrayée. Votre sœur est émotive et en colère. Et votre père ? J'ai levé les yeux à la pause. Et mon père ? Ses épaules se sont légèrement affaissées. Votre père commence à comprendre la gravité de la situation. Il a dit qu'il croyait avoir le droit de signer en votre nom. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a dit qu'il pensait que le Penthouse était plus une propriété familiale et que la vente était temporaire jusqu'à ce qu'il puisse le racheter. Je l'ai fixé, l'air changeant entre nous. Temporaire. Il a hoché la tête. C'est ce qu'il a dit. Une oppression a traversé ma poitrine, quelque chose de familier et d'ancien. C'était exactement comme ça que papa avait toujours considéré tout ce que je gagnais. À moi, mais seulement jusqu'à ce que lui ou Manon en ait besoin. L'inspecteur Erard a continué. Confronté aux documents de la SARL et à l'absence d'autorité légale, il est devenu visiblement bouleversé.
Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire et que c'était un malentendu qui était allé plus loin qu'il ne l'avait prévu. J'ai joint mes mains, les posant sur mes genoux. A-t-il admis avoir signé quelque chose? Erard a expiré. Il a dit qu'il pensait que signer votre nom serait acceptable parce qu'il prévoyait de tout arranger plus tard. Il a présenté cela comme un petit problème familial. Pas un problème juridique. Ma gorge s'est nouée, mais ma voix est restée calme. Ça lui ressemble bien. Erard m'a étudié un moment avant de reprendre la parole. L'intention peut affecter la manière dont les accusations sont traitées, mais la falsification reste la falsification. Et le seuil financier impliqué ici est significatif. Le silence s'est de nouveau installé entre nous, mais cette fois il contenait quelque chose de plus lourd. Il y a une dernière chose, a-t-il dit. Je vais déposer un rapport formel auprès du procureur de la République. Il est probable qu'une audience soit programmée dans les prochaines semaines. Une respiration silencieuse m'a échappé, lente et régulière. D'accord. Je n'ai rien dit d'autre. Il n'a pas insisté. Il a simplement rassemblé les dossiers, rangé ses notes et s'est levé. Merci pour votre coopération, mademoiselle. Je resterai en contact au fur et à mesure que cela progresse. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Il a offert un signe de tête respectueux avant de sortir dans le couloir. La porte s'est refermée doucement derrière lui, laissant l'appartement de nouveau silencieux. Je suis resté là un long moment, laissant l'immobilité s'installer sur moi. Le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années était enfin en train de changer, d'être nommé à voix haute par quelqu'un ayant l'autorité de voir la vérité clairement. Et quelque part en ville, dans une salle d'interrogatoire éclairée au néon, papa apprenait que le regret n'efface pas les conséquences. Je suis retourné sur le canapé et je me suis assise, pressant mes paumes contre les coussins, me stabilisant. L'audience approchait. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je suis sorti de l'appartement le matin de l'audience, me sentant plus stable que je ne l'aurais cru. L'air était vif, du genre qui vous réveille avant que votre esprit ne soit complètement à jour. J'ai conduit jusqu'au tribunal judiciaire avec le dossier de documents à côté de moi, bien que je sache que Lucas avait déjà tout soumis des jours plus tôt. Pourtant, les avoir près de moi me donnait l'impression de tenir la vérité entre mes mains. Quand je suis arrivé au palais de justice, Lucas attendait sur les marches. Il m'a fait un petit signe de tête, du genre calme et ancré qui me donnait toujours l'impression que le sol sous mes pieds était solide. « Tu es prête ?» a-t-il demandé. Je crois que oui. À l'intérieur, le couloir bourdonnait de murmures bas et de bruits de pas résonnants. Nous sommes entrés dans la salle d'audience juste au moment où le greffier appelait la session à l'ordre. Mes parents étaient déjà assis à la table en face de la nôtre. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux cernés, sa mâchoire serrée. Maman était assise, rigide à côté de lui, les mains crispées sur ses genoux. Manon, en revanche, semblait assez en colère pour mettre le feu au banc en bois rien qu'avec son regard. Elle m'a fusillé du regard alors que je prenais place, mais j'ai évité ses yeux. J'ai gardé mon attention fixée devant moi, stable. Le juge est entré, un homme grand aux cheveux argentés et à l'expression neutre. Il a appelé l'affaire, a brièvement examiné le dossier et a demandé aux deux parties de procéder. L'avocat de l'État a commencé par présenter les principales conclusions. Votre honneur, la propriété en question est légalement détenue par la société Holding Nova. Nous avons des documents certifiés montrant le transfert de propriété de mademoiselle à la SARL, y compris des signatures notariées. Il a placé les documents devant le juge, qui les a lus attentivement, hochant la tête une fois. Puis il a continué. La transaction de vente exécutée par monsieur a été signée avec une signature falsifiée. Les comparaisons d'écriture et les documents horodatés confirment que mademoiselle était à Lyon au moment de la signature. De plus, les rapports du syndic et les relevés bancaires montrent que monsieur a tenté à plusieurs reprises d'obtenir des informations non autorisées concernant la propriété. Je pouvais sentir papa se ratatiner sous le poids de chaque mot. Lucas s'est levé ensuite. Votre honneur, nous demandons à la Cour de déclarer la transaction nulle et non avenue, de restituer immédiatement la propriété à la société Holding Nova, et de noter pour le dossier que la signature utilisée pour autoriser la vente est frauduleuse. Le juge s'est tourné vers papa. Monsieur, la Cour entendra votre réponse. Papa s'est levé, se stabilisant d'une main sur la table. Votre honneur, je comprends comment cela peut paraître. Mais le Penthouse a toujours été destiné à être une propriété familiale.
Chloé n'y a jamais vraiment vécu. Je pensais que la vente était temporaire. Je croyais pouvoir le racheter après le mariage. Il n'y avait aucune intention malveillante. C'est un malentendu entre membres de la famille. Le juge a légèrement haussé les sourcils. Un malentendu. Papa a hoché la tête. Oui. Je pensais que je faisais ce qui était le mieux pour tout le monde. Le juge s'est penché en avant. Monsieur, temporaire ou non, vous avez signé des documents que vous n'aviez aucune autorité légale pour signer. Cela seul invalide votre explication. L'intention ne change pas les droits de propriété ni la loi. Maman s'est levée soudainement. Votre honneur, je n'avais aucune idée que mon mari s'occupait de tout ça. Je n'étais pas impliqué. Le juge l'a regardé, puis les papiers. Madame, les registres du syndic montrent que vous avez accompagné votre mari au bureau lors d'une de ses visites et avez demandé des dossiers de propriété mis à jour. Les registres bancaires montrent que vous avez également tenté d'autoriser des retraits liés aux produits de la vente. Affirmez-vous ne pas vous souvenir de ces actions? Le visage de maman est devenu blême. Elle s'est rassise doucement, évitant mes yeux. Manon s'est levée d'un bond ensuite. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, toute cette affaire a été montée en épingle. Chloé réagit de manière excessive. C'est une affaire de famille. On avait juste besoin des fonds pour le mariage et papa allait tout arranger. La vente devrait être valide. Les fournisseurs deviennent fous. On ne peut pas se permettre que tout s'effondre. Le juge a levé la main. Mademoiselle, asseyez-vous. Ce tribunal n'est pas intéressé par les arrangements de votre mariage. Il s'agit d'une procédure judiciaire impliquant une fraude immobilière. La bouche de Manon s'est ouverte, mais elle a obéi, se laissant tomber sur son siège avec un souffle indigné. Le juge a regardé de nouveau notre table. Mademoiselle, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levé, lissant ma paume contre la table. Votre honneur, tout ce que je veux, c'est que les droits légaux sur ma propriété soient restaurés. Ma famille a choisi de prendre des décisions dans mon dos et a utilisé mon nom sans mon consentement. Quels que soient nos problèmes personnels, ils sont distincts du fait que la vente n'a pas été autorisée. C'est tout. Ma voix est restée calme. Égale. Détachée. Le juge a hoché la tête une fois, puis a joint ses mains. Les preuves montrent que la propriété a été transférée illégalement. La signature a été falsifiée. Le vendeur n'avait aucune qualité pour exécuter la vente. Par conséquent, la transaction est nulle. La propriété est restituée à la société Holding Nova avec effet immédiat. L'affaire restera sous enquête en attendant l'examen pénal. Une audience pourra être programmée dans les semaines à venir. Le marteau est tombé avec un bruit sec. Papa a expiré brusquement, comme si on lui avait enlevé tout l'air des poumons. Maman a couvert sa bouche. Manon a marmonné quelque chose dans sa barbe que je n'ai pas pu entendre mais dont je n'avais pas besoin. Lucas a doucement touché mon épaule avant de rassembler nos papiers. Allons-y, a-t-il dit doucement. Alors que nous nous levions et marchions vers la sortie, j'ai senti le poids des regards sur moi. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Mais dans le reflet des portes vitrées devant moi, j'ai vu papa détourner rapidement le regard, comme si même croiser mes yeux était trop lourd pour lui maintenant. Maman a évité mon regard entièrement. Manon était assise, raide et bouillonnante, fumant comme si le verdict lui avait été destiné personnellement. Je suis sorti dans le couloir, l'air plus frais et étrangement plus léger qu'avant. À l'extérieur des portes de la salle d'audience, le bruit du bâtiment bourdonnait autour de nous, mais pendant un instant, tout semblait calme en moi. La vérité avait été dite. La loi avait fait son premier pas. La propriété était de nouveau à moi. Et derrière moi, ma famille ne pouvait même pas me regarder. Je suis sorti du palais de justice, l'air froid me caressant le visage, et pendant un instant, je me suis permis de respirer. Pas profondément, pas paisiblement, mais assez pour continuer à avancer. Le verdict avait été clair, les signatures avaient été exposées, et la propriété était de nouveau à moi. Mais les retombées ne faisaient que commencer. Dès le lendemain matin, le monde autour de ma famille avait changé d'une manière qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ça a commencé par un message d'Amélie. Pas de salutation, pas de préambule, juste un lien et une seule ligne. Je pensais que tu devrais voir ça avant que ça ne se propage. J'ai appuyé sur le lien. Il s'est ouvert sur un article en ligne d'un site d'investigation régional pour lequel elle écrivait parfois.
Son nom apparaissait juste sous le titre. Une famille de Saint-Germain-en-Laye sous les projecteurs après une vente immobilière présumée non autorisée pour financer un mariage de luxe. Mon estomac s'est noué, bien que j'ai su que quelque chose comme ça allait arriver. L'article exposait tout. Pas de manière cruelle, pas de manière sensationnaliste, mais sur un ton factuel et constant qui rendait la vérité impossible à ignorer. Amélie avait écrit sur le Penthouse, la signature falsifiée, les fonds gelés et l'examen pénal en cours. Elle a mentionné les fournisseurs du mariage, les services annulés et les incohérences financières que la banque avait découvertes. Elle n'a jamais utilisé mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Quiconque à Saint-Germain-en-Laye qui connaissait ma famille comblerait rapidement les blancs. J'ai lu lentement, ligne par ligne. Au moment où j'ai atteint le dernier paragraphe, je pouvais déjà imaginer les chuchotements commencer dans les quartiers, les cafés et les allées des supermarchés. J'ai posé mon téléphone, mais il a de nouveau vibré presque instantanément. Amélie a texté. Les gens parleront. Ils le font toujours. Mais au moins, les faits sont maintenant connus. J'ai répondu par un simple merci et j'ai de nouveau mis le téléphone de côté. Il a vibré 3 fois de plus. Puis 5. Puis il ne s'est plus arrêté. Je l'ai retourné et j'ai vu message après message de parents, de voisins, de connaissances, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai que ton père a falsifié ton nom? C'est partout sur le groupe Facebook du quartier. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Il y avait de la sympathie. Il y avait de la confusion. Il y avait du jugement. Mais pas un seul message n'a essayé de défendre ce que ma famille avait fait. Même les parents qui disaient que Manon méritait plus que moi étaient silencieux maintenant. La notification suivante est venue de Céleste. Je ne l'ai ouverte que parce que son nom portait un poids différent après tout ce qui s'était passé. Elle a écrit. Je dois vous informer que j'ai reçu un avis de l'avocat du fleuriste. Ils me poursuivent pour avoir garanti le paiement sur la base des assurances de votre famille. 2 autres fournisseurs envisagent une action en justice. J'aurais aimé connaître la vérité plus tôt. J'ai fermé le message doucement. Céleste avait été prise entre 2 feux de mensonges qu'elle n'avait jamais accepté de porter. Peu de temps après, Amélie a envoyé une autre mise à jour. Les médias sociaux reprennent l'histoire. Les gens critiquent Manon pour la façon dont elle t'a traité. Des captures d'écran de ses publications de mariage sont partout. Je suis allé en ligne assez longtemps pour le voir par moi-même. Les commentaires allaient de la moquerie de son sentiment de droit à la critique de tout le spectacle du mariage. Ça ne faisait pas du bien à voir, mais ça ne faisait pas de mal non plus. C'était simplement inévitable. Puis une nouvelle information a fait surface. Une que je n'avais pas prévue. Un voisin m'a envoyé un message privé. Je ne savais pas que ton père avait perdu son travail il y a des mois. Maintenant, tout prend sens. Mon souffle s'est arrêté. Papa avait perdu son travail. Il y a des mois. Personne ne me l'avait dit. Personne n'y avait même fait allusion. Mais soudain, chaque décision désespérée, chaque coin coupé, chaque raccourci forcé, prenait un sens différent. J'ai ressenti une lueur de pitié que j'ai rapidement repoussée. Perdre un emploi était déchirant. Falsifier la signature de sa fille était criminel. D'autres messages ont afflué. Ta mère a essayé de contracter un prêt en utilisant ton nom il y a quelque temps. On a entendu dire qu'il avait été refusé. Est-ce vrai? J'ai fermé les yeux alors que les pièces s'emboîtaient. La banque avait signalé une demande de prêt suspecte des mois auparavant. Je me souvenais de l'alerte email générique. À l'époque, j'avais pensé que c'était du spam. Bien sûr que maman avait essayé quelque chose. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Lucas a appelé alors que les messages continuaient de s'accumuler. Les choses s'accélèrent plus vite que prévu, a-t-il dit. Le bureau du procureur examine plus de documents. L'attention médiatique les fait bouger rapidement. Tu devrais éviter de parler aux journalistes si quelqu'un te contacte. Je le ferai, ai-je dit. Et Chloé, a-t-il ajouté, je veux que tu prennes du recul par rapport au bruit. Ce genre de récit public peut t'épuiser. Concentre-toi sur les faits, pas sur les opinions. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'immobilité de mon appartement. Ma poitrine était serrée, comme si toutes les années à être la personne fiable, la silencieuse, la réparatrice, se frayaient enfin un chemin à travers mes côtes. Pour la première fois depuis longtemps,
J'ai ouvert la liste de contacts de mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un nom que j'avais enregistré des mois plus tôt mais jamais appelé. Hélène Lambert. La thérapeute qu'une amie m'avait recommandée à l'époque où je pensais que mon stress était juste lié au travail. Je n'ai jamais donné suite. Je me suis toujours dit que je pouvais gérer les choses toute seule. J'ai composé son numéro avant de pouvoir me dissuader. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Ici Hélène. Salut. Ma voix a vacillé, me surprenant. C'est Chloé. Vous ne vous souvenez peut-être pas, mais je vous ai envoyé un email plus tôt cette année. Une amie vous avait recommandé. Je me souviens, a-t-elle dit doucement. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai hésité. Ma gorge s'est nouée. Puis la vérité est sortie, petite mais tranchante. Tout est en train de s'effondrer. Et je ne sais pas comment me sentir à ce sujet. Elle m'a demandé où j'étais et si je me sentais en sécurité. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si j'étais seul. J'ai encore dit oui. Puis elle m'a invité à venir cet après-midi si je le voulais. J'ai donc conduit jusqu'à son bureau, un immeuble calme près du bord de la ville, niché entre un petit café et un fleuriste. Quand je suis entré, la chaleur m'a frappé en premier. Puis l'éclairage doux des lampes. Puis Hélène elle-même, offrant un sourire calme alors qu'elle me faisait signe de m'asseoir sur le canapé. « Racontez-moi ce qui s'est passé », a-t-elle dit. Au début, j'ai parlé des faits. Le Penthouse, les documents falsifiés, le mariage, les fonds gelés, l'audience au tribunal. Ma voix est restée stable. Détachée. Comme si je racontais la vie de quelqu'un d'autre. Elle a écouté sans jugement. Puis elle s'est légèrement penchée en avant. Et comment vous êtes-vous senti en regardant tout cela s'effondrer? Quelque chose en moi s'est fissuré à cette question. Pas bruyamment. Pas de manière dramatique. Mais tranquillement, comme une fissure capillaire se propage sur du verre. J'ai pris une inspiration, et ma voix s'est affaiblie. Pourquoi ne m'ont-ils jamais vu comme une personne? Le silence qui a suivi était doux, pas lourd. Hélène a attendu, me donnant de l'espace pour respirer, de l'espace pour me dénouer sans me briser. Et je suis resté assise là, les mains sur mes genoux, fixant une boîte de mouchoirs que je n'ai pas touchée, sentant la question résonner en moi comme si elle avait attendu des années pour sortir. La pièce semblait calme. Chaude. Assez sûre pour que la vérité puisse enfin émerger. J'ai expiré lentement, laissant l'air quitter ma poitrine dans un long flux tremblant. Et c'est là que la séance m'a laissé. Assise avec la seule question que je n'avais jamais osé poser à voix haute. Pourquoi ne m'ont-ils jamais vu comme une personne? Je savais qu'Hélène ne s'attendait pas à ce que j'y réponde tout de suite, et c'est peut-être pour cela qu'elle résonnait si fort. Ce n'était pas simplement une question sur mes parents. C'était une question sur qui j'avais permis à moi-même de devenir en leur présence. 3 semaines après cette séance, la vie a finalement répondu pour moi. L'inspecteur Erard a appelé tôt un jeudi matin. Sa voix était stable, respectueuse, mais il y avait une lourdeur qui me disait tout avant même qu'il ne prononce les mots. L'enquête est terminée. Le procureur de la République estime qu'il y a suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre vos parents. Je me suis assise lentement à ma table de cuisine, mes doigts se crispant autour de la tasse de café que je n'avais pas encore touchée. Je lui ai demandé de répéter, non pas parce que je ne l'avais pas entendu, mais parce que j'avais besoin de l'entendre 2 fois. Falsification. Escroquerie. Tentative de retrait illégal. Fausse déclaration de propriété. Chaque mot atterrissait comme un bruit sourd, pas douloureux, pas choquant, juste final. Il a ajouté que ni l'une ni l'autre des accusations n'était violente et qu'ils seraient probablement autorisés à gérer une partie du processus par l'intermédiaire de leur avocat plutôt qu'en détention. C'était une courtoisie, a-t-il dit, pas de la clémence. Le fait de nommer le crime suffisait à changer le cours de leur vie. Et de la mienne. Après l'appel, j'ai fixé la fenêtre pendant un long moment, regardant la lumière du soleil se déplacer sur le parquet en longue bande lente. J'ai pensé à papa assis à la table de la cuisine où j'ai grandi, penché sur les factures qu'il ne laissait jamais personne d'autre voir. J'ai pensé à maman versant du café, lui disant que tout s'arrangerait. J'ai pensé à Manon à l'étage, rêvant de centres de table et de palettes de couleurs. Je me suis demandé quand ils avaient réalisé que les conséquences étaient réelles. Quand la ligne entre le sentiment de droit insouciant et le comportement criminel réel s'est-elle estompée pour eux? Ont-ils jamais vraiment cru qu'ils pourraient s'en tirer,
ou ont-ils pensé que je me laisserais simplement faire comme je l'avais toujours fait? La vérité, c'est que je ne le saurais jamais. Et cela devait suffire. Les retombées de l'enquête se sont propagées plus vite qu'un feu de forêt sur de l'herbe sèche. J'ai d'abord appris l'annulation du mariage de Manon par une cousine qui m'a envoyé un message sur un ton qui mêlait sympathie et incrédulité. J'ai entendu dire que les fiançailles sont rompues. Est-ce que ça va? J'ai cligné des yeux devant l'écran. Moi. Est-ce que j'allais bien? Le fiancé avait apparemment annulé le mariage une fois que les problèmes juridiques étaient devenus publics. J'ai imaginé sa famille assise autour d'une table de salle à manger, se passant l'article d'Amélie, chuchotant, calculant à quel point il voulait être lié au Grant. Il n'a pas fallu beaucoup d'imagination pour le voir se retirer. La réputation de Manon était devenue un spectacle du jour au lendemain. Des captures d'écran de ses anciennes publications, de ses commentaires arrogants, de sa vantardise sur le mariage de luxe, tout a refait surface et s'est répandu comme une traînée de poudre. L'image glamour qu'elle avait construite pendant des années s'est effondrée sous le poids de l'examen public. Je ne me sentais pas vengé. Je n'appréciais pas son humiliation. J'avais simplement l'impression que l'univers avait fait une pause assez longtemps pour laisser les conséquences rattraper leur retard. Quelques jours plus tard, une autre onde de choc a frappé. Un voisin m'a contacté, hésitant à chaque mot tapé. Je ne sais pas comment dire ça, mais ton père a perdu son travail il y a des mois. Il a fait comme si tout était normal. Maintenant, cette enquête rend les choses plus difficiles. Je pensais que tu devais savoir. J'ai lu le message lentement. Ça collait. Ça comblait les pièces manquantes de son désespoir. Soudain, la signature falsifiée, la précipitation pour liquider des actifs, l'urgence de financer le mariage de Manon, tout prenait un sens différent. Perdre un emploi pouvait briser une personne. Mais enfreindre la loi pour guérir la blessure était un choix. Maman n'a pas été épargnée non plus. La nouvelle s'est répandue qu'elle avait tenté de contracter un prêt en utilisant mes informations. La banque l'avait immédiatement signalé. Un directeur d'agence avait envoyé une lettre d'avertissement à leur adresse. Elle l'avait balayée sous le tapis et n'en avait jamais parlé. Maintenant, la banque a rouvert son dossier, examinant des tentatives antérieures qu'ils avaient rejetées comme des erreurs de bureau. C'était comme si chaque vérité enfouie se frayait un chemin vers la surface en même temps. Lucas a appelé pour prendre de mes nouvelles plus d'une fois pendant ces jours-là. « Tu tiens le coup ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit que j'allais bien. La plupart du temps, c'était vrai. Certains jours, je n'étais pas sûr. « Tu devrais éviter les médias », a-t-il conseillé. Les gens essaieront de déformer les choses. Ne réponds pas aux questions. Tout passe par moi maintenant. Sa voix était calme, mais je pouvais entendre le poids qu'il portait pour moi. J'étais reconnaissante qu'il n'essaie pas de me protéger de la vérité. Il me respectait trop pour offrir un réconfort qui n'était pas ancré dans la réalité. Puis, tranquillement, sans l'annoncer, quelque chose en moi a commencé à changer. Un matin, je me suis réveillé sans la lourdeur familière. J'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai travaillé. Et pour la première fois depuis des semaines, ma propre vie semblait plus grande que le chaos qui orbitait autour de ma famille. Ce n'était pas exactement la guérison. Plutôt le premier petit étirement de tissu cicatriciel se formant sur une longue blessure ouverte. C'est alors que l'email de papa est arrivé. Le seul nom de l'expéditeur a fait se serrer ma poitrine. Son message était long. La plus longue chose qu'il m'ait jamais écrite de toute sa vie. Chloé, je sais que je ne mérite pas ton temps. Je veux m'excuser. Je veux expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, mais les explications ne réparent rien. J'ai fait des choix que je pensais pouvoir contrôler. Je croyais pouvoir gérer les conséquences. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Il a continué en décrivant la perte de son emploi, l'embarras, la panique, le désir de donner à Manon le genre de mariage qui, pensait-il, la ferait se sentir valorisée. Il a écrit sur la honte qu'il a ressentie lorsque la banque a remis en question son autorité. Il a écrit sur le moment où l'inspecteur Erard l'a confronté à des documents qu'il ne pouvait pas nier. Puis il a écrit la seule phrase que je n'aurais jamais pensé voir. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. J'ai lu l'email 2 fois. Puis une 3e fois. J'ai attendu que quelque chose en moi s'ouvre, se ferme ou se brise. Au lieu de cela, j'ai ressenti une clarté que je n'avais jamais connue. Ces excuses ne réécrivaient pas le passé. Elles ne guérissaient pas la cicatrice.
Elle fermait simplement une porte. Je n'ai pas répondu. Certaines choses ne nécessitent pas de réponse. Le lendemain matin, Lucas est arrivé à mon appartement avec du café et un dossier. Tout est prêt, a-t-il dit. Si tu es sûr. Je savais ce qu'il voulait dire. Les documents du Pentouse. L'autorisation de vente. Les formulaires de transfert officiels via la société holding Nova et vers l'agent immobilier. J'ai hoché la tête. Allons-y. Nous avons conduit jusqu'à l'immeuble dans un silence confortable. Lorsque nous avons atteint le dernier étage, le couloir était calme et silencieux. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré dans l'espace qui m'avait un jour semblé être la première vraie maison que j'ai jamais eue. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres, projetant des motifs chaleureux sur le sol. Pendant un instant, je suis simplement resté là, laissant le calme m'envahir. Le Pentouse semblait différent maintenant. Pas souillé, pas vide, mais achevé en quelque sorte, comme un chapitre qui avait atteint sa fin naturelle. « Tu es sûr de vouloir vendre ?» a demandé Lucas. « Oui. » « Pourquoi ?» Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la ville dans laquelle j'avais construit ma vie. Les toits s'étendaient à l'horizon, hauts, stables et sûrs. Parce que je veux une vie qui soit uniquement à moi. Pas quelque chose de lié à ce qu'ils ont essayé de prendre. Pas quelque chose qui porte le souvenir de ce combat. Quelque chose de nouveau. Quelque chose d'intact. Il a hoché la tête lentement. Alors, rendons ça officiel. Nous nous sommes assis à l'îlot de cuisine pendant que je signais les documents un par un. Quand j'ai eu fini, il les a glissés dans sa mallette et s'est levé. « C'est fait » a-t-il dit doucement. « C'est fait » ai-je répété. Nous sommes sortis ensemble. L'ascenseur a sonné doucement en arrivant. Je suis entré, regardant le couloir du Pentouse rétrécir derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Certains espaces sont destinés à être honorés et libérés. Dehors, l'air semblait plus léger. Plus pur. Comme si le monde s'était déplacé de quelques centimètres pour faire de la place à une vie que je n'avais pas encore vécue. Ce soir-là, après le départ de Lucas, je me suis assise près de ma fenêtre avec une couverture enroulée autour de mes épaules. Les lumières de la ville clignotaient doucement au loin. Les voitures se déplaçaient le long du boulevard en l'enflot. Je pouvais entendre de faibles rires d'un balcon voisin. La vie continuait. Et pour la première fois, j'avais l'impression que la mienne pouvait enfin commencer. J'ai pensé à la fille que j'étais. Celle qui essayait de gagner l'amour de sa famille en étant indispensable. Celle qui croyait que l'estime de soi était quelque chose de transmis plutôt que de construit de l'intérieur. Celle qui continuait à donner jusqu'à ce qu'elle soit trop fatiguée pour se souvenir de ce qu'elle voulait pour elle-même. J'ai murmuré dans la pièce silencieuse. Je te vois maintenant. Je ne te perdrai plus. Perdre ma famille de cette manière, c'était comme perdre un membre avec lequel j'avais déjà appris à vivre. Ça faisait mal, mais la douleur était nette. Honnête. Une blessure qui cicatriserait et resterait, mais qui ne me définirait plus. Et alors que j'étais assise là, j'ai réalisé que je ne pleurais pas ce que j'avais perdu. Je pleurais ce que je n'avais jamais eu. Une famille qui me voyait. M'aimait. Me respectait. Vers minuit, le deuil a cédé la place à autre chose. Le soulagement. Le genre qui vient quand vous posez enfin un poids que vous ne réalisiez pas que vous portiez depuis l'enfance.